Je vais donc vous parler des rôles juridictionnels dans l'accès aux médicaments au Canada et de l'impact des déterminants sociaux de la santé. C'est un espace très encombré et je vais faire de mon mieux pour le parcourir aussi rapidement que possible. Alors, c'est complexe et cela explique probablement pourquoi il faut autant de temps pour que nous ayons des médicaments entre les mains. Les processus de gestion de la santé se déroulent en quelque sorte en trois temps. Il y a la loi et la politique publique, c'est-à-dire les lois, les procédures, les lignes directrices et les réglementations. Il y a les éléments de mise en œuvre, c'est-à-dire les systèmes de santé, la planification, la gestion et la prestation de services de santé. Et puis, si nous avons de la chance, il y a un processus de suivi d'évaluation qui est l'évaluation des politiques et des procédures de mise en œuvre qui ont été mises en place. Et nous l'espérons, ce faisant, nous créons un système de soins de santé en apprentissage continu. Alors, à quoi cela ressemble-t-il concrètement? Sur la diapositive suivante, nous avons un tableau qui représente le parcours complexe vers l'accès aux patients et je continue à ajouter des éléments sur ce tableau à chaque fois. Je ne le fais pas de mon propre chef, mais parce que les gouvernements ne cessent de créer de nouvelles organisations. Dawn a donc fait un excellent travail en expliquant le processus de développement des médicaments, qui est la toute première case en haut. Puis, les médicaments passent par l'examen de Santé Canada. Nous disposons maintenant d'un organisme appelé Agence canadienne des médicaments et jusqu'à présent, ces agences sont gérées uniquement par le gouvernement fédéral. Nous passons ensuite à ce que l'on appelle les agences pan-canadiennes et leurs agences d'évaluation des technologies de la santé et des technologies. Il existe également une autre agence fédérale qui est le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés. Ensuite, si le médicament dont nous parlons est approuvé pour la vente au Canada par Santé Canada et qu'il passe le processus d'évaluation des technologies de la santé, et je vous promets que je vais décrire chacun de ces deux processus plus en détail, alors il passe à l'Alliance parasitaire pan-canadienne, c'est-à-dire que les provinces et les territoires négocient ensemble les prix et les autres conditions de vente du médicament dans les provinces et dans certains régimes fédéraux. Si le dossier passe cette étape, il est transmis au régime d'assurance médicaments provinciaux et territoriaux qui décident individuellement s'ils acceptent ou non les recommandations visant à rendre le médicament accessible par le biais des régimes publics. Nous avons aussi, bien sûr, à droite, si vous regardez à l'écran, nous avons des régimes privés d'assurance médicaments qui ont leurs propres procédures et des hôpitaux qui ont également leurs propres procédures. Vous pouvez donc constater que la route est longue depuis le développement d'un médicament dans le cadre d'un essai clinique, comme l'a décrit Dawn. C'est une longue route en soi pour passer par tous les processus. Cela nous permettra peut-être d'atteindre la dernière case de cette page, à savoir l'accès aux patients. Examinons donc chacun de ces éléments et je les décrirai. Sur la diapositive suivante, nous avons la question de l'accès aux patients. La question à laquelle nous allons répondre ici est de savoir qui fait quoi dans la sphère publique de la santé. Et je vais également parler un peu de la sphère privée. Donc, la première chose à savoir sur l'écran suivant, qui montre le rôle du gouvernement fédéral dans l'accès aux médicaments. Et c'est très important, il est très important de le comprendre, et c'est très malheureux. Je pense personnellement que l'accès aux soins de santé a été divisé entre le gouvernement fédéral et les provinces. Je pense que c'est ce qui a créé une grande partie des problèmes d'accès. La compétence du gouvernement fédéral en matière de soins de santé consiste donc à garantir l'accès universel aux médecins et aux hôpitaux. Alors, il n'est pas précisé combien de temps il faut attendre pour bénéficier de cet accès universel aux médecins et aux hôpitaux. Et nous avons vu lors de la pandémie que c'est parfois très long, voire quelquefois on n'a aucun accès. Donc le gouvernement fédéral transfère également aux provinces des paiements pour la santé. Le gouvernement fédéral recueille des données par l'intermédiaire de l'Institut canadien d'information sur la santé et comme le disait Dawn, il approuve les essais cliniques.
Il veille à ce que les examens mis sur le marché soient sûrs, efficaces et de bonne qualité. Il examine également les dispositifs médicaux, les médicaments en vente libre et la post-commercialisation. Et il peut effectivement retirer un médicament du marché s'il s'avère dangereux. Il réglemente également le prix des médicaments par l'intermédiaire de l'organisation que j'ai mentionnée, et les prix des médicaments brevetés, le conseil d'examen et les lignes directrices qu'elle élabore. Ils ont le pouvoir d'élaborer un plan d'assurance médicaments qui pourrait être géré par l'Agence canadienne des médicaments, bien que son rôle ne soit pas encore très bien défini. Le gouvernement fédéral gère la politique de santé publique, y compris la politique de lutte contre les pandémies, ainsi que les activités des compagnies d'assurance. Cela fait donc un certain nombre de choses que fait le gouvernement fédéral, et je voudrais juste dire qu'une chose qu'il faut noter en particulier, c'est qu'il ne promet pas d'assurer l'accès aux médicaments, sauf si vous les obtenez par l'intermédiaire d'un médecin ou d'un hôpital. Sinon, il n'approuve pas la vente de médicaments. Enfin, pardon, il n'approuve pas le paiement des médicaments. Ça, c'est l'affaire des provinces. Le gouvernement fédéral accepte que les médicaments soient vendus au Canada et ce sont les provinces qui décident de les payer ou non. C'est donc là le gros problème, je pense, pour l'accès aux médicaments. Si vous regardez les diapositives suivantes, vous verrez que le gouvernement fédéral s'occupe de la mise en œuvre. Il y a des employés particuliers qui ont des plans pour eux-mêmes, dont certains sont en grève en ce moment, je crois, et des stratégies de santé spécifiques. Nous avons une stratégie fédérale, une stratégie en matière de santé mentale et de toxicomanie, une stratégie de lutte contre le cancer, un cadre pour les maladies rares et très récemment un plan canadien de soins dentaires, tous ces éléments étant placés sous l'égide de Santé Canada qui peut fournir des lignes directrices. C'est donc leur rôle de mise en œuvre et troisièmement, le rôle de suivi et d'évaluation qui est utilisé sur les diapositives suivantes. Comme je l'ai mentionné, le rôle de Santé Canada consiste essentiellement à surveiller les traitements après leur mise sur le marché pour s'assurer qu'ils sont sûrs et efficaces. Elle surveille les prix excessifs, il transfère les paiements pour la santé aux provinces et comme je l'ai déjà mentionné, il collecte des données et en ce qui concerne les maladies infectieuses, ils le font par l'intermédiaire de l'Agence de santé publique qui recueille également des données. Voilà donc le rôle du gouvernement fédéral. Et comme vous pouvez le constater, il est très limité en ce qui concerne les médicaments. Le remboursement des médicaments ne se fait en fait que directement auprès de ses propres régimes. Donc passons maintenant aux provinces sur la diapo suivante et voyons ce qu'elles font. Vous vous souvenez peut-être que le gouvernement fédéral a annoncé récemment qu'il allait augmenter le financement de la santé des provinces et des territoires de 100% et de 96 millions de dollars sur 10 ans. 96 milliards, 196,1 milliards de dollars. En particulier pour les hôpitaux pédiatriques, donc pour accorder un financement immédiat et inconditionnel de 2 milliards de dollars, et les salles d'urgence également, ainsi que les longs délais d'attente pour les opérations chirurgicales, parce que ces possibilités d'accès ont été réduites au cours de la pandémie. Donc c'est également ce qu'on montre la diapo suivante. Vous verrez qu'en plus de cela, le transfert canadien en matière de santé sera garanti à hauteur de 5% pendant 5 ans. Et ce qui est le plus intéressant, je pense, c'est que 25 milliards de dollars seront partagés entre les provinces dans le cadre de négociations et d'accords individuels entre le gouvernement fédéral et chaque province. Et ils ont promis qu'il y aurait 4 domaines de priorité partagés pour ces 25 milliards de dollars que chaque province est censée consacrer aux services de santé familiale, aux travailleurs de la santé et aux arriérés, à la santé mentale et à la toxicomanie, ainsi qu'à la modernisation du système de santé. Et le gouvernement fédéral a clairement indiqué que les fonds qui seront transférés aux provinces pour la santé ne leur seront accordés que si elles continuent à investir dans la santé. Donc, c'est très nouveau et c'est ainsi que les choses vont se passer. Nous ne savons pas ce que contiendront ces accords bilatéraux entre chaque province et le gouvernement fédéral. Ils peuvent être très différents d'une province à l'autre et oui, ils peuvent l'être tout à fait différents. Mais donc,
Malheureusement, je ne sais pas dans quelle mesure ils seront transparents. Passons donc à la diapo suivante, qui traite d'une autre partie de l'accord conclu en février entre le gouvernement fédéral et les provinces. Pour la première fois, l'Institut canadien d'information sur la santé, qui est un organisme fédéral, se voit confier un nouveau rôle. Il va diriger un processus avec les provinces, les territoires et les experts afin d'examiner et d'affiner des indicateurs communs et d'élaborer une liste plus large d'indicateurs de données. Il y en a un certain nombre et cela fait suite à la pandémie. Ils vont donc s'intéresser aux personnes qui ont des équipes de santé familiale ou des médecins, au retard dans les opérations chirurgicales, aux nouveaux médecins de famille, aux jeunes qui bénéficient de services de santé mentale et de toxicomanie, aux délais moyens pour les services communautaires de santé mentale et de toxicomanie. Et à la page suivante, il y a aussi un nombre de personnes souffrant de troubles mentaux qui ont un besoin non satisfait en matière de santé mentale. Le pourcentage de Canadiens qui a accès aux propres dossiers médicaux complets par voie électronique, et enfin le pourcentage de services de santé familiale et d'autres professionnels de la santé qui peuvent partager des informations sur la santé des patients par voie électronique. Il s'agit d'un tout nouveau monde de stratégie de données, une stratégie de données canadienne ouverte. Nous n'avons jamais connu cela auparavant et nous ne nous sommes jamais engagés à ce que le gouvernement fédéral joue un rôle de chef de file auprès de toutes les provinces. Il suffit de commencer à construire des informations communes. Les données sont des informations sur les personnes qui nous aideront à mieux les servir, à prendre de meilleures décisions en matière de santé publique et probablement aussi à faire de meilleures recherches. Je laisserai Dawn décider si elle veut faire cette partie. Alors ensuite, la diapositive parle de la politique et du plan de mise en œuvre. La diapositive parle de la politique et des plans de mise en œuvre. Comme je l'ai mentionné, il s'agit d'aller de l'avant. Ces accords bilatéraux sont en cours d'élaboration. Les stratégies sur les maladies rares qui a été annoncée récemment devraient être mises en œuvre et les provinces devront adhérer à cette stratégie sur les maladies rares puisqu'elles remboursent également les médicaments et en assurent l'accès. Le rôle de l'Agence canadienne des médicaments, qui selon nous est lié d'une certaine manière au régime d'assurance médicaments au niveau fédéral, sera mieux défini. La stratégie pan-canadienne de gestion des données dont j'y viens de parler commencera à être mise en œuvre. Les agences gouvernementales, y compris nos agences d'évaluation des technologies de la santé, s'engageront davantage dans la recherche de preuves concrètes. Et elles commencent même à formuler des recommandations de remboursement pour une durée limitée. Il y aura un développement accru du paiement à la performance et des accords de partage des risques par les provinces qui négocient ensemble afin que les contrats qu'elles passent pour permettre aux entreprises de mettre les médicaments sur le marché et que l'industrie et le gouvernement les paient. Et le gouvernement provincial les paiera. Ce ne seront pas tous les gouvernements provinciaux qui les paieront. Il y aura des accords pour que l'industrie en paie une partie. Et il y aura sans aucun doute d'autres politiques en matière de santé mentale et de toxicomanie, de cancer, dans tous ces domaines, parce que nous avons vraiment de graves lacunes dans les besoins. Donc, je pense que c'est ce qui va résulter de ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent au niveau fédéral. Et cela permet de passer au niveau provincial. Donc, sur la diapo suivante, nous voyons que, outre le fait que le gouvernement fédéral fasse des choses particulières en ayant une compétence totale, il y a des choses que les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux font ensemble. Et l'une d'entre elles, qu'ils ont un organisme conjoint de recommandation pour le remboursement public qui s'appelle l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, et qui est l'Agence d'évaluation des technologies de la santé du Québec. Alors, ce que ces agences font, c'est qu'après l'approbation du médicament par Santé Canada, elles examinent les données cliniques, les commentaires des patients, les commentaires des cliniciens, le coût des médicaments, et elles font une recommandation aux provinces pour savoir si le médicament a suffisamment de valeur pour être payé par les provinces. Et il ne s'agit pas d'une recommandation, les provinces peuvent toujours décider de rembourser ou non.
ce qui explique pourquoi certains médicaments sont disponibles dans certaines provinces et pas dans d'autres. Elle mène également des négociations conjointes sur les prix, comme je l'ai mentionné, et elles vont maintenant mettre en place des indicateurs communs de développement des données de santé, car je pense que cela sera très utile à long terme. Mais il faudra beaucoup de temps encore pour développer ce type de stratégie pan-canadienne en matière de données. Ce sont donc les choses qu'ils font ensemble, et si nous passons à la diapo suivante, nous verrons ce que les provinces font chacune de leur côté. Nous avons donc le gouvernement fédéral et les provinces qui font certaines choses ensemble, puis les provinces qui s'occupent de l'accès aux médicaments. Donc nous parlons souvent d'une mosaïque d'accès aux médicaments dans l'ensemble du Canada. Et comme je l'ai dit, la raison en est que chaque province et territoire prend ses propres décisions quant au remboursement des médicaments. Et certains le font, d'autres non. Et ils prennent leurs décisions en partie sur la base des budgets de santé qu'ils développent et des plans de remboursement des médicaments qu'ils créent. Ils le font en développant des programmes spéciaux pour des populations particulières telles que les personnes âgées ou les groupes de maladies, et le cancer et la santé mentale, parmi tant d'autres. Ils développent également des programmes de santé pour les populations autochtones vivant hors des réserves. C'est donc dans ce cadre qu'ils décident s'ils ont l'argent nécessaire pour payer certains médicaments dans leur budget et s'ils veulent l'utiliser pour payer ces médicaments. Donc si nous regardons la diapositive suivante, nous voyons qu'il s'agit de plans de mise en œuvre. Ils mettent en œuvre tous les aspects de la prestation du système de santé, y compris les hôpitaux, les cliniques privées, les médecins de pharmacie, les régimes publics, les soins primaires, les soins de longue durée, les soins à domicile et la santé mentale. Ils ont une compétence très large en matière de mise en œuvre de la santé. Ils gèrent les agences de lutte contre le cancer, où il existe des agences discrètes. Ils gèrent les données pour la province. Ils gèrent une énorme bureaucratie. Ils gèrent les essais cliniques et ils mettent en œuvre des mesures de santé publique. Et maintenant, le numéro 7, c'est tout nouveau. Ils vont mettre en œuvre ces accords bilatéraux dans ces 4 domaines prioritaires partagés à partir de février 2023. Il s'agit donc de la mise en œuvre. Et sur la diapo suivante, vous verrez qu'ils assurent également le suivi et l'évaluation de ces accords. Ils effectuent de nombreux contrôles budgétaires afin de surveiller et d'évaluer le contrôle de la qualité. Ils ont des conseils et des comités de santé et ils ont des engagements dans ces accords bilatéraux qu'ils vont potentiellement suivre et évaluer. Mais l'un des principaux problèmes, et j'aimerais souligner que c'est l'accord créant ces accords bilatéraux qui ne contient aucune référence spécifique à la manière dont ils sont tenus de suivre et d'évaluer dans chaque province leur succès dans la mise en œuvre de ces accords bilatéraux. Et il n'y a aucune exigence de transparence des résultats qu'ils obtiennent. Il s'agit là d'un très gros problème pour l'avenir. Nous passons donc à la diapo suivante. Il s'agit donc d'un système public. Le gouvernement fédéral décide quels médicaments peuvent entrer dans le pays. Le gouvernement fédéral décide si le prix que le promoteur veut facturer est excessif et si c'est le cas, il doit le réduire, puis le transmet au groupe pan-canadien qui décide si les médicaments qui ont été approuvés ont une valeur suffisante, s'ils devraient être recommandés par le remboursement par les provinces, et ensuite les provinces prennent des décisions concernant l'accès aux médicaments. C'est donc un long chemin et c'est assez bureaucratique. Il y a aussi l'assurance privée et il existe une loi sur les assurances qui gère l'assurance et CLIA, CHLIA est un groupe qui représente en quelque sorte toutes les compagnies d'assurance en général. Et la mise en œuvre se fait par le biais de contrats que les compagnies d'assurance privées concluent avec les employeurs, les syndicats et les individus sur tous les aspects, y compris les médicaments. Elle travaille également beaucoup avec des consultants en montage sociaux et des professionnels des ressources humaines pour étudier les tendances et ce qu'elles devraient considérer comme une valeur à inclure dans leur contrat. Et le gouvernement fédéral contrôle le tout.
Donc, si nous passons à la diapo suivante, nous verrons certaines des tendances. Je vous ai parlé de certaines tendances que je vois se dessiner au niveau fédéral et certaines tendances qui vont se dessiner au niveau provincial. Je pense que nous allons assister à une plus grande privatisation de la prestation de soins de santé. Je pense que nous allons assister à un renforcement du système de gestion des données, mais cela va vraiment prendre du temps. Il y aura, je crois, un développement de stratégies plus complètes sur le cancer, le développement de plans de mise en œuvre pour les 4 priorités partagées. Je pense que nous allons assister à une réduction de la couverture de soins de santé publics pour certaines populations. Et nous le constatons déjà dans certaines provinces. Et nous allons assister à un alignement accru entre la couverture privée et la couverture publique. Les particuliers ont toujours souscrit une assurance privée parce qu'elle leur offrait quelque chose de mieux que les médicaments remboursés par les provinces. Et je pense que cet écart se réduit considérablement et que c'est un véritable problème pour les employeurs qui essaient d'utiliser leur régime privé comme moyen d'embauche et de conserver leurs employés. Et il y aura un impact beaucoup plus important sur les revenus de la santé, du point de vue des déterminants sociaux de la santé. Et si nous regardons la diapositive suivante, j'aimerais prendre une minute pour parler de ces déterminants sociaux de la santé. Il s'agit de tout ce qui va des éléments les plus macros de notre environnement jusqu'à notre propre personne, donc très individuellement. Si vous regardez ce genre d'arc-en-ciel, vous verrez que le bleu violacé, la grande zone extérieure violacée, nous montre que les conditions sociales et générales, économiques, culturelles, environnementales, générales de notre vie ont un impact sur notre santé. Puis, la zone verte, qui nous montre des éléments plus spécifiques au sein de ce grand environnement qui ont un impact sur notre santé. Donc l'éducation, l'alimentation, le travail, l'environnement, les conditions de vie et de travail, le chômage, l'eau et l'assainissement, les services de santé, le revenu et le statut social, l'alphabétisation, le logement, tous ces éléments ont un impact sur la santé. Si vous ne les avez pas, vous aurez de moins bons résultats en matière de santé. Ensuite, en plus de ces deux éléments, les réseaux sociaux et communautaires ont un impact sur notre capacité à être en bonne santé, car il est vraiment important de bénéficier d'un soutien social et d'un soutien culturel lorsque l'on prend des décisions en matière de santé et que l'on a des besoins dans ce domaine. Enfin, il y a les facteurs liés au mode de vie individuel, tels que la race, la biologie, le patrimoine génétique et la culture, les canaux ou l'âge, le sexe et la constitution, la façon dont nous sommes construits. Cela fait également une grande différence pour notre santé et nous ne pouvons pas laisser de côté des éléments tels que le racisme, les environnements physiques et la culture qui ont également un impact considérable sur nos résultats en matière de santé. Donc si nous regardons la diapo suivante, vous verrez, et je trouvais que c'était une très belle description, je vois que c'est très très bien décrit, lequel ces déterminants sociaux de la santé a le plus grand impact sur vos résultats, donc en matière de santé. Donc 50% de votre vie, de votre revenu, de votre éducation, de l'exclusion sociale, de la race, du statut d'autochtone ont un impact. 50% de votre état de santé dépendent de votre vie. Comme le montre cette liste, 25% de vos résultats en matière de santé dépendent de vos soins de santé. Vous devez donc avoir accès aux soins de santé et au système de soins de santé et vous ne pouvez pas avoir de temps d'attente. Donc 15% de votre capacité à rester en bonne santé dépend de votre biologie et de votre génétique et 10% de votre environnement, y compris la qualité de l'air et les infrastructures civiques pour les personnes, ont une influence. Il est donc très intéressant de voir comment et lesquels de ces déterminants sociaux de la santé ont le plus d'impact. Il est clair que ceux qui ont le plus d'impact sont souvent ceux que nous pourrions améliorer en tant que société. Ils sont donc sociétaux et pas seulement individuels, ce qui n'est pas le cas des autres. Et c'est donc très important. Donc, vous savez, le logement,
la sécurité sociale, les revenus, l'éducation, toutes ces choses ont un impact. Et les gouvernements provinciaux et territoriaux, et dans certains cas le gouvernement fédéral, ont la capacité d'élaborer des politiques et de les mettre en œuvre. Et cela aidera à résoudre tous ces problèmes qui, à leur tour, tels que le logement et le revenu, ont un impact sur l'alimentation, qui est un problème majeur, comme nous le savons maintenant, et qui, à son tour, aura un impact. Votre capacité à rester en bonne santé, moins de 50%, sera affectée par ces éléments. Le gouvernement peut donc faire beaucoup pour nous aider à rester en bonne santé ou à ne pas tomber malade. Si nous passons à la diapo suivante, je ne vais pas prétendre une seule seconde pouvoir parler des problèmes de santé des populations autochtones. Je vous dirai simplement que les gouvernements fédéraux et provinciaux se partagent la compétence et le financement pour les questions de santé des populations autochtones. En matière de santé, le colonialisme et ses effets en aval ont créé un manque de déterminants fondamentaux de la santé et des résultats médiocres pour de nombreuses populations autochtones. Les populations autochtones ont établi des principes selon lesquels elles veulent que la santé et tout ce qui les concerne soient créés et mis en œuvre, à savoir qu'elles sont la propriété, le contrôle, l'accès et la possession de tout ce que vous faites. Et le message est donc le suivant. Dans tout travail impliquant des populations autochtones, celles-ci doivent faire partie de ce projet de travail et diriger toutes les prises de décision tout au long de ce projet de travail. C'est tout ce que j'ai à dire sur le fait qu'il s'agit d'un courant profond et discret de questions de santé dont il faut discuter. Enfin, j'aimerais parler un instant d'un sujet dont on parle de plus en plus ces temps-ci, à savoir la fourniture de soins de santé informés par trauma. Vous allez commencer, ce n'est déjà fait, à entendre parler de l'offre de soins de santé relative au traumatisme. Vous allez commencer à entendre parler de plus en plus. Qu'est-ce que l'offre de soins de santé fondée sur le traumatisme? C'est la reconnaissance de l'impact des traumatismes sur les populations des individus, en particulier ceux qui n'ont pas accès aux déterminants sociaux de la santé, et la fourniture de services pour répondre à ces traumatismes auprès de ces populations, qui doivent être sûres et culturellement appropriées. Donc, les 6 principes clés de l'approche des soins de santé fondés sur les traumatismes sont donc la sécurité, la fiabilité et la transparence, le soutien des pairs, la collaboration et la mutualité, la voix et le choix, ainsi que les questions culturelles, historiques et les questions de genre. Nous commençons à peine à comprendre l'importance de ces 2 aspects pour la santé. Si donc vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre et vous pouvez toujours contacter la Fondation Save Your Skin après cette présentation et je serai ravi de répondre à toute autre question que vous pourriez avoir ou de discuter de tout sujet qui pourrait vous intéresser dans le cadre de cette présentation. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention.